Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés où aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet brûlant qui n'est pas celui des élections municipales qui vous aura quand même beaucoup occupé ce week-end, sauf si tu veux qu'on en dise un petit mot. Oh non, c'est simplement... comment dire ? C'est triste de voir des gens dire le contraire d'une chose et le lendemain de ce qu'ils ont annoncé fièrement la veille, quoi. Mais enfin, c'est... Oui. C'est-à-dire que jamais nous n'irons avec LFI, et puis le lendemain, le soir, ils disent... Nous faisons une alliance technique. Nous faisons une alliance technique, oui. C'est bon, c'est bien, on peut... Faites confiance aux hommes politiques, ils trouveront toujours une façon d'essayer de se faire réélire, quoi. À quoi songe un élu, disait ce bon Maurras, qui n'est pas un héros, mais enfin, à être réélu. Voilà. Et on peut constater le manque de vision politique aussi dans ces temps. Voilà, bon... Le manque de vision de ce dont notre pays a besoin, mais c'est tout, quoi. Ils ont besoin d'avoir des clowns à l'Assemblée, ils continuent. Toutefois, nous félicitons David Lisnard, qui a été élu avec 81% de voix positives, c'est ce qui en fait de lui le maire le mieux élu de France. Et bravo à lui, comme quoi un homme qui porte ses convictions pour de vrai, qui fait pas semblant de dire des mots libéraux sans véritablement les incarner, peut transformer l'essai et faire de sa ville un véritable succès. Le libéralisme fonctionne quand c'est fait par des gens qui le portent. On va faire une émission bientôt d'ailleurs sur l'Argentine pour montrer que ça marche. Voilà. Quant à nous, aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que nous vivons au niveau mondial des temps difficiles. À l'heure où je vous parle, hier, M. Trump était parti dans des saillies particulièrement déplacées sur le fait que son opposant politique iranien serait homosexuel. Parce que visiblement... C'est mal vu dans les pays musulmans. Hein. Oui, mais moi, encore une fois, historiquement, d'abord, il y a deux choses. Un, normalement, on a arrêté en CP de traiter son adversaire au foot de PD. Hein, normalement, je comprends l'idée globale et que t'es un bébé cadom et ce genre de choses. Normalement, on aura arrêté. Bon, enfin, visiblement, M. Trump adore continuer ce genre de choses. Et la deuxième, c'est que la dernière fois que j'ai regardé aussi, le fait d'être homo ne faisait pas de vous un mauvais chef de guerre. J'en veux pour référence Alexandre le Grand ou même Achille, qui avait des amis garçons. Voire Jules César. Voire Jules César, qui aussi avait des amitiés masculines en dehors de ces... C'est ce qu'on m'a dit, mais c'était pas prouvé. Mais... Oui, mais moi aussi je l'ai entendu. Comme quoi... Encore une fois, et tous partent. Je peux assurer, en tant qu'ancien joueur de rugby et tout ça, que j'ai connu des joueurs de rugby qui étaient homosexuels et il fallait pas les embêter. Hein. C'était pas des navets, quoi. Donc, c'était pas des couilles de loup. Et voilà, l'homosexualité tombe pas que sur des petits garçons mignons, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, voilà, ça c'était pour un peu ponctuer... Défense et illustration de l'homosexualité. Alors, si vous nous suivez à l'Institut des Libertés, à l'Université de l'Épargne, vous avez souvent entendu de la part de Charles Gave ces paroles. L'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous nous retrouvons dans un monde où l'accès à l'énergie se trouve complexifié. On se retrouve dans un temps où on se demande de sorte si les prix de l'énergie ne vont pas énormément augmenter. Ils ont déjà augmenté pas mal, ils sont passés de 60 à près de 100. Quoi. Aujourd'hui, on est à 97 au moment où je parle, donc un prix du WTI qui s'est quand même envolé, qui est monté de 50%. Or, encore une fois, l'économie étant de l'énergie transformée, ça veut dire que vos économies dans la production vont se retrouver avec des coûts marginaux qui vont augmenter considérablement. Voilà. Donc, en général, quand ça arrive, quelquefois, vous avez une marge dans votre économie qui vous permet d'absorber cela parce que vous vous trouvez dans des temps, encore une fois, c'est un peu les vaches maigres et les vaches grasses chez Pharaon, vous avez peut-être eu un petit bagage. Ça n'est pas le cas pour nous. Aujourd'hui, on est déjà, nous, dans des pays, en tout cas pour la France et les pays adjacents, de 3 300 milliards de dettes. Notre capacité d'amortir ce choc sont extrêmement faibles. Donc, on va essayer aujourd'hui de parler avec vous des conséquences de cette hausse brutale du prix du pétrole sur nos vies. Et aussi, l'économie est une chose, mais vous savez aussi, on l'a calculé souvent chez nous, ce que pouvait être l'indice gilet jaune. L'indice gilet jaune, c'est quoi ? C'est la part dans le revenu des ménages qui est allouée à l'essence et au fuel, c'est-à-dire au fait de vivre. La part il y a l'essence, la bouffe
et le logement. C'est les 3 trucs que les pauvres gens doivent payer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé ça, parce qu'ils sont pauvres, ils se retrouvent avec quasiment plus rien. Et donc, si la part d'un de ces 3 augmente, à ce moment-là, leur niveau de vie baisse de façon catastrophique presque immédiatement. Et ça, c'est insupportable. Donc, quand on voit qu'en France, par exemple, la plus grosse partie de la hausse du prix de l'énergie, c'est des taxes, et que l'État, donc si... Non seulement c'est des taxes, mais il y a des taxes sur les taxes. Donc, mais c'est ça, mais c'est-à-dire que déjà, l'énergie, c'est une taxe que, mettons, l'Arabie Saoudite met sur l'économie française. Donc, s'ils collent des taxes là-dessus, ça veut dire qu'ils taxent sur les taxes, et que donc le pauvre gars en France, lui, se retrouve taxé 3 ou 4 fois. Tout ça parce que l'État ne veut pas réduire son train de vie. Ben, c'est quand même tout à fait étonnant, quoi. Et encore, c'est toujours ce qu'on dit. Si on était au Danemark ou en Norvège, enfin des pays où un État est assez gros mais rend un service incroyable, on pourrait se dire, bon, ça va. Mais on sait tous que l'hôpital se meurt, que l'armée est à l'os, et je ne me lançais pas sur l'éducation nationale. Donc, où va le pognon ? Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer, dans le fond, assez les effets économiques d'une hausse des prix d'énergie, les effets sur l'économie. Et puis de là, on passera à l'effet sur, par exemple, les taux d'intérêt. Et de là, on terminera en disant, on risque d'avoir si ça se maintient, ce qui est toujours un gros si, on ne sait pas trop, si ça se maintient, on risque d'avoir un gros problème, une fois de plus, sur notre dette, quoi. Donc la question à laquelle je vais pas répondre, c'est si ça se maintient, la situation devient très rapidement impossible pour le budget français. C'est un peu un truc déclenchant qui accélère la... Et qu'est-ce qui va se passer si on a vraiment un gros problème ? La réponse est j'ai pas la moindre idée, parce qu'on sort de l'analyse rationnelle pour entrer dans une économie de rupture. Tu vois, il n'est pas exclu que dans les mois qui viennent, il y ait une rupture. Et qu'est-ce qui se passe dans les ruptures ? La réponse est, comme c'est une rupture, vous ne pouvez pas faire une analyse rationnelle dans un asile de fous. Et donc, on arrive maintenant où on va peut-être avoir les conséquences des actions des fous. Et ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais ce que j'essaye de dire aussi, c'est bien pour ça qu'on a créé l'université de l'épargne et tout, c'est pour vous aider. Votre épargne telle qu'elle est investie aujourd'hui devrait passer ce cap de l'asile de fous sans trop de... Donc, voilà. Donc, on commence par le premier graphique, qui est, est-ce qu'on a déjà eu des hausses dans le passé de l'énergie ? Alors là, vous avez le graphique qui s'appelle hausse brutale des prix du pétrole. Donc, la ligne noire, c'est le prix du pétrole, en dollars par baril, vous voyez. Et les hachurages rouges que vous avez, c'est quand le pétrole est monté de plus de 40% en 6 mois. C'est-à-dire quand vous avez une pétée de hausse, quoi, paf. Et vous voyez que la plus forte pétée de hausse, ça a été au début des années 70. Ça a été la guerre du Kippour, là, où le prix du pétrole il avait été quasiment multiplié par 10. Et puis ensuite, la deuxième, c'était quand Giscard et Carter ont mis intelligemment les mollahs au pouvoir en Iran. C'est la deuxième crise. Et puis vous avez vous voyez l'espèce de truc qui est très rapide, là, qui monte comme une fusée, là, au niveau c'est la première guerre du Golfe. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, ça n'a pas duré, donc... mais enfin, c'était... Et puis, vous avez la hausse du prix du pétrole dans le boom de 2000. Dans le boom, voilà. Et puis, vous avez la hausse des prix du pétrole aussi en 2000, à peu près à 2010, 2012, là. Et puis, vous voyez, il y a le dernier qui monte, là, c'est un peu spécial, c'est que le pétrole s'était pété la gueule de façon extraordinaire. Donc, c'est un peu un effet d'écho, tu vois. C'est-à-dire que le pétrole, il était... Attends, mais ça, c'est le Covid, non ? Oui, il y a eu le Covid, il s'est écroulé, et comme tu veux calculer après sur un truc qui s'est écroulé, ça te fait monter le prix du pétrole, donc ça te déclenche. C'est un effet d'écho, si tu veux. C'est un dead cat bouncing. Voilà, c'est un dead cat bouncing. Et puis voilà que là, ça vient de monter un bon coup, là, pouf. Vous voyez, c'est des espèces de trucs noirs. Et la petite ligne rouge est apparue. Vous la voyez pas bien parce qu'elle est toute maigre. Et la question essentielle, c'est est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'elle va disparaître ? Est-ce que ce sera comme en 1980, tchac tchac,
À ce moment-là, il n'y aura pas d'effet. Ou est-ce que ce sera, pas comme en 1980, ou est-ce que ça va rester un peu plus longtemps? C'est-à-dire que plus la ligne rouge est longue, plus les dégâts sont grands. Vous voyez, c'est un peu le... Oui, mais tu vois, hier, j'écoutais une conférence de presse de Donald Trump et il disait, en ces termes, qu'il s'était attendu à moins de résistance de la part de l'Iran, et c'était ce que vous disiez dans une autre conférence, c'est que, en réalité, la résistance qu'oppose l'Iran est quelque chose de très morcelé, et on ne peut pas véritablement savoir dans quelle mesure les groupes autonomes peuvent continuer. Et surtout, les gens me disent, ils ne peuvent pas foutre des mines, ils vont pas foutre des mines. Non, on n'a plus besoin des mines, mais ils ont les drones. Voilà. Le vrai problème aujourd'hui, qui a tout changé du point de vue militaire, c'est les drones, parce que le drone peut décider de tirer sur le navire américain, mais pas sur le navire chinois. Ouais. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une espèce de filtre. Les seuls navires qui peuvent sortir, c'est ceux qui sont pas l'objet de l'attention des drones. Donc, le vrai problème, c'est encore une fois, c'est cette espèce d'extraordinaire dilution du pouvoir militaire. Et nous, là, on vient de relâcher il y a 10 jours nos réserves, donc c'est un one-shot, on l'a fait, et il doit nous rester peut-être 10 ou 20%, mais c'est tout. Oui, mais les réserves encore, les États-Unis ont des réserves, et puis ils en produisent, la Chine a 1 an de réserve, mais nous, on avait 2 ou 3 mois de réserve. Et là, on vient de les relâcher. On vient de les relâcher, et les réserves on a les réserves de gaz qui sont... Le gaz, c'est un autre problème, mais parce que... Une grosse partie du gaz mondial était produit par le Qatar et là-bas, dans le coin là-bas, mais là aussi, c'est tout fermé. Donc, on a un double problème. Le pétrole et le gaz. Oui. Donc, Donc, aujourd'hui, on rentre dans une crise, techniquement, puisque maintenant, j'ai ma petite ligne rouge, là, tu vois, c'est rentré bien. Et combien de temps ça va durer? Personne... on n'est pas Madame Irma. On n'est pas Madame Irma, on ne sait pas. Plus ça dure, plus ça devient grave. Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pour ça que chaque fois que je vois ma petite ligne rouge apparaître, je commence à fouetter. Je me dis, oh là là. Alors, pourquoi? Alors, on passe au deuxième graphique qui s'appelle, je montre la production industrielle française et le coût de l'énergie. Alors, donc, vous voyez la ligne noire, cette fois-ci, c'est pas le prix du pétrole, c'est l'indice de la production industrielle française. Et les lignes rouges, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est quand on l'a fait. Donc j'essaye de montrer l'effet qu'a eu sur l'économie française une hausse des prix du pétrole de plus de 40% en 6 mois. Quoi. Paf. Alors ça remonte aussi à 1970. Et les périodes assurées en grise, là, en gris clair, que vous voyez, c'est les récessions françaises. Alors là, il y a 2 choses qui apparaissent très clairement dans ce graphique. C'est que d'abord, on montait tranquillement de 1970 à 2000-2010. Là, vous voyez, ça montait, il y avait une belle ligne verte, il n'y avait pas de problème. Puis d'un seul coup, à partir de 2000-2010, il y a une comète qui est tombée sur la France, qui a tué tous les diplodocus. Et vous voyez que maintenant, on est en décroissance structurelle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ? Il y a eu l'euro qui a tué la France. Bon. Et alors, ça, c'est structurel. Donc, vous voyez, la ligne noire qui baisse, c'est structurel. On est aujourd'hui dans une baisse structurelle de l'industrie française qui a commencé en 2000 et qui n'a rien à voir avec le prix du pétrole. Parce qu'il y avait des hausses des prix du pétrole avant, ça n'empêchait pas la structure de rester à la hausse. Là, et la structure est orientée à la baisse, parce qu'on a une politique économique débile. Bon, mais ça, on peut en parler. On en parlera d'ailleurs. Mais chaque fois qu'on est en ligne rouge, il y a une récession qui apparaît, juste après. Tu vois, chaque fois. Mais il y a des fois où il y a des récessions sans hausse des prix du pétrole. Parce qu'on on sait aussi le faire. On sait aussi le faire. On est aussi le faire. Si vous demandez à M. Trichet, il y arrive très bien, voilà. Il l'a toujours fait. Mais chaque fois que la ligne rouge monte, pourquoi ? C'est-à-dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire on peut faire des récessions pour tout un tas de raisons. Arrive le Covid, on a une récession après, ainsi de suite. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut... M. Trichet met les taux à 7%. À 7%, bam, on a une récession. En revanche, une crise énergétique, là, on est certain que derrière, il y a une récession. C'est-à-dire ça, c'est action-réaction. Action-réaction. Donc, tu plonges un corps dans l'eau, il ressort mouillé. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, et on va avoir une récession probablement dans une activité déclinante.
Oui, mais c'est ça. Ce qui n'est pas la même chose que dans une activité qui monte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. C'est-à-dire que quand tu arrives une crise et que tu ressors des 30 glorieuses, juste tu as un petit matelas douillet, tu as un petit peu de quoi, tu as des sous dans la boîte à Kellogg's et ainsi de suite, ça va. Mais là, tout le monde est à l'os, déjà depuis un moment. Depuis 2000 et déjà depuis... Oui, on voit d'ailleurs que le niveau de vie de ceux que tu as mentionné tout à l'heure, les gilets jaunes, il est en baisse depuis, donc depuis là, 15 ans. On va avoir une récession sur des facteurs gilets jaunes. Voilà, sur des facteurs, sur des gens qui sont déjà très appauvris. Très gilets jaunes, bien sûr. C'est très... Donc, alors, pourquoi a-t-on une récession à chaque fois ? Alors, on va passer au troisième élément. Vous voyez, et je vous essayer de vous montrer ça, aussi pour vous montrer quelque chose, c'est l'effet de la durée. C'est-à-dire que les économistes essaient de vous expliquer que le PIB va être en hausse de 2,3% l'an prochain, ou 2,34 ou 35, parce que mettre 2 chiffres après la virgule, ça fait sérieux. Mais en fait, vous avez des trucs qui ont été décidés à 10-15 ans, qui ont de l'effet aujourd'hui. Donc, quand vous prenez ces graphiques à long terme, vous vous rendez compte qu'il y a des facteurs structurants. Par exemple, la politique était vaguement favorable à la croissance jusqu'en l'an 2000. À partir de l'an 2000, elle a été fondamentalement contre la croissance. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas ne pas mentionner. C'est-à-dire que, tu l'as dit, mais redisons-le, à partir du moment où structurellement, déjà, on rentre dans l'euro et que notre politique monétaire est décidée par M. Trichet à l'Europe et que ces derniers, parce que ce sont des banquiers centraux, décident de jouer avec des taux d'intérêt et de mettre les taux d'intérêt extrêmement bas, on sait... D'abord trop haut et ensuite trop bas. Et ensuite trop bas. On sait de toutes les façons, avec l'impression monétaire, qu'on va se retrouver avec une inflation et une croissance en berne. Les deux vont aller de pair. Parce que le capital est mal joué. Alors, maintenant, je vais vous montrer pourquoi on a une récession. C'est une question très compliquée, ça. Donc, vous allez dans le troisième graphique, qui s'appelle marge brute d'autofinancement, et prix de l'énergie. Alors, la marge brute d'autofinancement, on en parle souvent, c'est ce qu'on calcule pour une entreprise. C'est un petit peu l'argent qui reste à l'entreprise pour lui permettre de réinvestir. C'est ce qui reste quand elle a tout payé. Voilà. Donc, imaginons, j'ai un fromager, il a une marge brute d'autofinancement qu'il calcule, et cette marge brute d'autofinancement va lui permettre ou non de racheter une deuxième crèmerie pour faire son... Voilà. Et dans un monde idéal, puisque vous êtes commerçant, l'idée est que cette marge brute d'autofinancement aille en croissant. Ou au moins qu'elle soit stable. Voilà. Au moins qu'elle soit stable. Tous les ans, j'arrive à générer 20% de mon chiffre d'affaires, voilà. C'est mes profits. Et là, ce que vous voyez, c'est encore une fois les lignes rouges, c'est les périodes de crise énergétique. Donc, encore une fois, j'essaye d'isoler la crise énergétique et l'effet sur... Et la ligne noire, c'est la marge brute d'autofinancement, donc c'est ce qui reste dans l'entreprise quand elle a tout payé, les salaires, les impôts, les trucs, les machins. Et vous voyez que chaque fois, ça c'est la marge brute d'autofinancement de la France, des sociétés françaises, vous voyez que la première crise énergétique qui arrive en 1970, on baisse, puis alors là, il y a la grosse baisse, ça c'est la guerre du Kippour, puis ensuite vous avez le deuxième, c'est l'arrivée des mollahs en Iran, et puis monsieur Mitterrand est élu en 1981, il est nationaliste, etc. Ça se repète la gueule derrière. Puis là, on a une petite période où Chirac est Premier ministre après, et avec un gouvernement, le seul gouvernement libéral, ça remonte très fort. Mais les Français décident de revoter Mitterrand, donc ça se repète la gueule. Donc tu vois que chaque fois qu'on a une ligne rouge, la marge brute d'autofinancement en France baisse. C'est-à-dire que et ça, ce graphique qui monte, qui baisse comme ça, j'aurais dû mettre un autre graphique avec, mais ce qui est très intéressant, c'est que si je prends tous les pays, j'ai la marge brute d'autofinancement pour tous les pays, la Suède, l'Angleterre, etc. La plupart des lignes sont à plat ou en hausse, c'est-à-dire qui ont traversé les mêmes crises que nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la France, c'est le pays qui a délibérément choisi de taper les entreprises dans chaque crise. Que c'était les entreprises qui allaient payer la crise. Et il y a ce crétin de Premier ministre français, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens plus.
C'est difficile. Le cornu. Ouais. Le cornu. Tu me donnes pas assez d'éléments pour définir si tu me donnes juste crétin. Non, mais a déclaré là, lors du vote du dernier budget que les Français devaient pas se faire de soucis, que la note serait payée par les entreprises. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait depuis à peu près 50 ans. Et l'économie comme ça qui s'écroule, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle ouane, dans une nouvelle crise si elle dure, encore une fois, si les lignes rouges se maintiennent là, pendant quelque temps, et on va avoir une baisse de la rentabilité des entreprises, et c'est ça qui déclenche une récession. Mais ce que je comprends pas, comment est-ce que quelqu'un peut dire ça va être les entreprises qui vont payer, comme si ça n'était pas les entreprises qui recrutaient. Donc quand tu dis ça, quand tu dis que tu vas taper la marge brute d'autofinancement des entreprises, tu dis en gros... C'est parce qu'il y a le mythe qu'il y a des profits tout à fait excessifs. Oui, mais donc c'est-à-dire que... on va piquer les profits des entreprises et que ça va permettre comme ça... Oui, mais c'est le mythe de Gérard Filoche. Si tu veux, c'est des gens qui disent, oui, le patron, c'est un exploiteur qui vit sur la sueur du travailleur. Tu dis, mais enfin, les gens, quand même, tu es Premier ministre de France, tu pourrais avoir un raisonnement un peu plus... Non, je crois qu'il ne le croit pas, mais qu'il le dit de façon à pouvoir continuer à suivre une politique imbécile, parce que sinon... il n'a pas une majorité au Parlement, etc. Donc, je veux dire, il n'y a que deux possibilités. Ou ces gars-là ont un logiciel complètement faux, comme Gérard Filoche. Genre, ce brave crétin de Filoche, avec qui j'ai fait 1 ou 2 discussions. Tu peux pas discuter. C'est la croyance, si tu vois lequel est bon, les méchants. Non, mais c'est du niveau de Germinal, quoi. C'est-à-dire, on est dans des trucs, le patron exploiteur. Voilà. Ou bien alors, ils savent que c'est une mauvaise politique, mais ils disent ces mots de façon à être réélus par des gens qui sont des crétins comme Filoche. Tu vois, j'ai rien contre Filoche, je l'ai rencontré 2 fois, mais c'était pas un être particulièrement... Non, mais c'est Pinson Charlot, c'est tout ça. C'était la même chose. Donc, ça veut dire que nous allons... Mais à ce moment-là, quand il y a une récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 an après une baisse de la marge brute d'exploitation qui est ici, là, l'emploi baisse. Mais évidemment, encore une fois, c'est le théorème de Schmitt. Voilà, c'est ça, c'est encore une fois. Et donc, quand l'emploi baisse, le chômage augmente. Et quand le chômage augmente, les dépenses budgétaires augmentent. Et les rentrées fiscales diminuent. Donc, tu sais que nous arrivons dans une crise. La dernière fois où les marges brutes d'autofinancement étaient aussi basses, c'était pendant la grande période de 80 à 83. Voilà. Alors ça, c'était la grande période quand Mitterrand est arrivé avec Pierre Mauroy. Ils ont fait un truc remarquable. Par Attali. Voilà, il n'en a jamais arrêté. Il faut le dire quand même, quel crétin celui-là. On a eu blocage d'échanges. Privatisation, nationalisation de tout. Il y avait les prix qui étaient bloqués, l'échange qui était bloqué, le crédit qui était bloqué. Et on est arrivé en pratiquement 2 ans, vous voyez là, sur le graphique, vous arrivez avant que ça ne remonte. Donc, c'est-à-dire pendant 2 ans, il a réussi, regardez comme l'économie décroît d'un coup, ça tressaute, et ça a mis jusqu'en 1985 pour qu'on retrouve, dans ce que Michel Onfray aura appelé le mouvement libéral de Mitterrand, un semblant de quelque chose. J'imagine qu'il aurait préféré qu'on fasse l'URSS. L'URSS, qu'on continue à bloquer tout, qu'il n'y ait plus aucune liberté. En fait, voilà, c'était... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive dans un niveau qui a été des niveaux de crise absolue, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner si les entreprises gagnent moins de 20% ça s'arrête, quoi. Il arrive un moment, si vous vous y retrouvez pas, moi je vois, on avait un cousin, mon cousin pour moi et un neveu pour mon père qui avait une boulangerie dans les Pyrénées. Il arrive un moment quand déjà vous n'arrivez pas à recruter des employés qui se mettent au RSA, qui reviennent, qui touchent, qui ainsi de suite. Bon. Ensuite, que votre marge diminue tous les ans parce que vos charges augmentent, parce que le four coûte trop cher, parce que la farine augmente. Parce que le prix de l'électricité monte, parce que voilà. Voilà. Ou vous ne vous y retrouvez pas et vous vous dites, donc mon cousin, qu'est-ce qu'il a fait au bout d'un moment? Il a arrêté la boulangerie. Et il l'a vendu. Il l'a vendu et il a ouvert à la place un café où il fait ses pâtisseries parce que simplement la rentabilité de la boulangerie n'était plus là. Donc après, il donne ça à des grands groupes qui, eux, font la pâte différemment, avec des marges différentes et la qualité est différente. C'est plus du produit... C'est fait dans des espèces d'usines et on fait que réchauffer le pain. C'est plus du pain qui est fait local. C'est plus du pain qui est fait local. Il fait plus c'est plus un travail de boulanger. Non, c'est plus un travail de boulanger, c'est un travail industriel. Alors, donc vous comprenez pourquoi il y a une récession, c'est que la rentabilité des affaires s'écroule.
et avec la bénédiction du gouvernement français. Alors, s'il y a une récession, quelles vont être les conséquences? C'est que les rentrées fiscales vont baisser, les sorties fiscales vont augmenter, enfin bref. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez dans chacune. Le 4e graphique, ça s'appelle « Hausse anormale des prix du pétrole ». Tu ne fais pas celui-là? Je le ferai après. Non, tu le gardes. Celui-là, c'est « Hausse anormale des prix du pétrole et dette de l'État français ». Alors, vous voyez, chaque fois qu'il y a une récession, encore une fois, les barres rouges, là, vous voyez, pas une récession, une hausse des prix du pétrole, là, voyez, vous avez une récession, les trucs gris, et dans les récessions, le déficit budgétaire augmente. Ça paraît normal. Hein, Donc aujourd'hui, nous avons à nouveau des barres brises qui apparaissent aux alentours pour juin, juillet de cette année, parce qu'il y a un effet d'attente. Hein. Il faut 5-6 mois avant que ça ait un effet. Oui, bien sûr, c'est logique. Et donc le déficit budgétaire va exploser, la dette va exploser. Donc on va passer de 120, à peu près de 120 de dette par PIB. Je ne sais pas quoi, regardez, quand on était pendant les grandes années 80, on est passé de 20 à plus de 35, donc on est monté de 15%, donc, 50%. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a devant nous maintenant une nouvelle explosion du déficit budgétaire français. Et on sait que les impôts viennent d'être augmentés de façon monstrueuse, donc les entreprises et les particuliers vont devoir faire face à la hausse des impôts décrétée par l'État français, qui est considérable, avec beaucoup d'argent qui est en train de rentrer, et la hausse de l'impôt décidée par M. Trump à cause de la... Donc on va à cause de la hausse du prix... Une double hausse de l'impôt. Voilà. C'est un impôt légal français et l'impôt quelque part du monde qui va être prélevé par le système, qui est la hausse du prix de l'énergie. Donc le niveau de vie va se ratatiner. Mais c'est pas possible autrement. Leur pouvoir d'achat, comment ils vont faire? Je sais pas. Et des entreprises, on l'a vu comme Duralex, là, qui avait du mal à survivre. Vous pensez bien qu'avec une hausse du coût de l'énergie, qui est la matière première dont ils ont besoin pour faire du verre, comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Avec déjà des business models qui étaient complètement ric-rac. Ouais. Donc voilà, et ça, je prends Duralex parce que vous avez eu le business model, mais ça va être pareil pour mon boulanger. Il va y avoir une autre vague de faillite qui va être considérable. Et alors, tout ça fait que l'inflation va augmenter et que comme les prix du pétrole augmentent, que tout augmente, les entreprises vont essayer d'augmenter leurs prix parce que... si vous payez 20% de plus cher de l'énergie... Vous essayez d'augmenter dans la mesure du possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il se passe quelque chose de très bien. Vous avez... Hausse brutale des prix du pétrole et taux d'intérêt en France. Encore une fois, on remonte à 1970. C'est pour vous dire que c'est pas nouveau. Je veux dire, il me semble que ça devrait être possible pour un ministre, l'inspection des finances, je sais pas quoi, d'avoir ce genre de graphique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pas du tout. Ils continuent avec leur modèle keynésien à la noix. Donc ça peut pas marcher. Donc ce qui me tue avec ces gens-là, c'est qu'ils ont un faux logiciel dans la tête qui continue à impliquer... Je pense que quand je les vois parler et quand je les vois développer des arguments et ainsi de suite, j'ai l'impression que c'est du bastingage. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es en Grèce, ils poussent avec un bâton sur les petits bateaux, puis ils vont sur la côte d'à côté, ainsi de suite. Ils cherchent pas à avoir une trajectoire ou une pensée globale. Ils passent de côte en côte, un tout petit peu, comme ça. Un tout petit peu, mais ça veut dire, si tu veux, qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de vision. Ils comprennent pas comment une économie, dans la réalité, fonctionne. Bon, donc là, tu vois... Je crois que c'est la différence entre un homme politique et un homme d'État, tu sais. C'est ça, oui, ou un type compétent, simplement. Regarde, tu prends les taux d'intérêt français, payés par le Trésor français sur le 10 ans, et tu remets les périodes rouges, les fameuses périodes rouges, là. Et chaque fois qu'il y a une période rouge, les taux d'intérêt pètent à la hausse. Tu vois, paf. C'est quoi les périodes rouges? Excuse-moi, La période rouge, c'est toujours les augmentations des prix du pétrole. À chaque fois, je montre l'augmentation des prix du pétrole. Ça veut dire le prix du pétrole est monté depuis 6 mois de plus de 40%. Boum. Et à chaque fois, le pétrole, les taux d'intérêt pètent à la hausse. Donc, on est entré dans une nouvelle. Donc, les taux d'intérêt vont péter à la hausse. Bah oui, évidemment. C'est pas possible autrement. Et donc, si les taux d'intérêt pètent à la hausse, on va se retrouver avec notre vieil ami. Mais blague à part, les taux d'intérêt ils ont commencé à monter. Hein. Voilà, et ils risquent de péter à la hausse absolument partout.
Oui, partout. États-Unis, Italie, enfin tout le monde. Tout le monde, mais oui, puisque pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et donc là, vous retrouvez mon vieil ami, vous savez, la fameuse trapadette. Ah, je la prends. Voilà. Donc, la ligne rouge... Alors, encore une fois, les lignes rouges verticales, c'est les augmentations de prix du pétrole. La ligne bleue, c'est les taux d'intérêt que tu payes sur le 10 ans. La ligne rouge qui baisse comme ça, doucement, c'est le taux de croissance du PIB nominal en moyenne sur les 10 dernières années. Alors regarde ce qui se passe avec cet animal de Trichet qui arrive dans les années 90. Là. La ligne bleue reste au-dessus de la ligne rouge pendant 10 ans, à cause des politiques monétaires débiles de la France. Ce qui veut dire que, comme la rentabilité des entreprises, ça suit la ligne rouge, la ligne bleue qui est au-dessus, ça veut dire qu'en ne prenant aucun risque, tu gagnes beaucoup plus qu'en prenant des risques. Oui. C'est la mauvaise allocation du capital. Qui est fait par une banque centrale incompétente qui maintient des taux d'intérêt trop hauts, soi-disant pour maintenir le taux de change à l'intérieur de l'euro. Bon. Donc là, si tu vas à graphique précédent, la dette explose. C'est dans ces moments-là aussi que les gens qui ont du capital peuvent hypothéquer leurs biens et faire de l'argent. De l'argent, ils peuvent hypothéquer, oui, parce qu'ils peuvent sans risque. Mais ça, alors là, si vous voulez, c'est le moment où vous avez vraiment une mauvaise allocation du capital et vous vous retrouvez. Aujourd'hui, vous voyez, donc arrive la période de 2012 quand l'euro doit sauter, vous savez, là. Et à ce moment-là, on maintient les taux d'intérêt très bas pour essayer d'empêcher l'euro de sauter. C'est Draghi qui arrive ici en 2012, là, tu vois. Donc on a la ligne bleue en dessous de la ligne rouge, donc le déficit budgétaire, il cesse d'augmenter parce que les taux d'intérêt sont... Et puis maintenant, la ligne bleue est en train de repasser au-dessus de la ligne rouge. Vous voyez, et il va continuer à monter. Donc... Vous dites ça, mais quand nous étions en 1900 avec cette Anne de Mitterrand, la dette était à 30 ou 40% du PIB, on pouvait emprunter. Aujourd'hui, la dette est à 120% du PIB, c'est-à-dire que plus on emprunte, plus on s'appauvrit, puisque maintenant il y a la moitié de notre dette qui est détenue par des étrangers. Donc ça veut dire qu'on est maintenant, comment on appelle ça, en cavalerie ? Oui. On est dans un système absolument en cavalerie et et ça va s'aggraver, c'est-à-dire que maintenant on rentre dans une période d'accélération. Donc, essayons de résumer ce que j'essayais de vous dire, là, il n'y a plus rien, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet, oui. Oui, j'essaye de vous dire, bon, la France est, pour des raisons littéralement idéologiques, dans une baisse structurelle de sa capacité à produire. Tu vois, c'est bon. C'est une décision aussi qu'on a prise quand on a fermé les centrales nucléaires et qu'on s'est dit, finalement, tiens, aussi, si on laissait l'Allemagne acheter à bon prix ce qu'on a eu du mal à faire avec nos... Ça, c'était après, mais enfin, bref, oui, on a pris toute une série de mesures qui étaient toujours... les entrepreneurs gagnent trop d'argent. Avec par ailleurs aussi une hausse progressive des transferts sociaux. Parce qu'on est quand même en France le pays qui redistribue le plus au travers d'allocations diverses. Il y a des gens qui ne sont pas toujours français. À des gens, bien évidemment, et des systèmes comme la couverture mutuelle généralisée, c'est-à-dire le fait de pouvoir vous faire soigner en France gratuitement, qui coûte à l'ensemble du système un pognon de dingue. Et si nous étions dans une économie florissante, on pourrait se dire, écoutez, c'est pas grave, on partage, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Donc, et ceux qui payent le plus, c'est les gilets jaunes. Parce que c'est... En proportion, bien évidemment. En proportion, c'est-à-dire que c'est eux qui, étant en bas de l'échelle, sont ceux qui dégustent le plus, quoi. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez une économie qui est gérée pour empêcher la croissance, hein, littéralement. Ça a été le grand but de tous ces corneaux, depuis les écolos jusqu'à les gens de gauche, etc. Bon, donc l'économie française ne peut que stagner ou se contracter. Stagner si tout va bien dans le monde, se contracter si ça va mal. On rentre dans une période où ça va mal, donc ça va se contracter. Alors ça, c'est le constat. À quoi servent, maintenant je vais faire un petit développement, mais ça va piffer. À quoi servent les crises dans le système capitaliste ? À purger. Voilà. Et alors, on a bien vu en 92 que
ce qui avait été purgé à l'époque, c'était la Suède, qui était gérée comme on les gérait aujourd'hui, à peu de choses près. Et donc, ils ont pris des mesures, et on voit que la Suède s'est redressée. Maintenant, tout va bien en Suède. Donc, si vous regardez les grandes crises, en général énergétiques ou monétaires, qui se passent dans le système capitaliste, vous voyez que ce qui saute, vous le savez après, c'était les maillons faibles du système. Dans les années 80, ça a été l'Amérique latine, pour des raisons que j'ai expliquées dans le passé. On peut les refaire si vous voulez. À la fin des années 90, ça a été l'Asie, qui avait un taux de change fixe avec le dollar, etc. Ça a sauté. En 2012, ça a été l'euro, mais qu'on a maintenu artificiellement. Et maintenant, on rentre à nouveau, peut-être, je ne suis pas du tout sûr, dans une crise de cette même nature, c'est-à-dire une crise qui est à la fois monétaire, financière, d'endettement. Tu dis que tu n'en es pas sûr, mais très honnêtement, j'arrive pas à voir comment on pourrait ne pas entrer dans une crise là. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est l'accélération maintenant. Parce que ce qui déclenche l'accélération, c'est la hausse des prix du pétrole. Mais oui, mais là, elle arrive. Là. Alors, est-ce qu'elle va durer? Si elle dure 6 mois, on est cuit. Ouais. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que... Ouais, mais ça, personne ne va savoir quand est-ce qu'ils vont remplir le Gerald Ford du détroit d'Ormuz. Moi, j'en sais rien. On n'en sait rien du tout, mais si les lignes rouges se maintiennent... Oui, c'est-à-dire si la ligne rouge du début devient plus large, là... Continue à s'élargir. Il y a 2 choses dans les hausses des prix du pétrole. C'est l'étendue de la hausse, tu vois. La plus forte, ça a été en 73 avec le Kippour, là. Et combien de temps ça dure? Ouais. Donc, c'est dans quelque chose, du point de vue mathématique, une intégrale. C'est-à-dire que c'est pas une dérivée. D'habitude, tu regardes toujours le changement pour savoir ce qui va se passer. Là, je me dis, depuis combien de temps on prend des coups dans la gueule? Et il y a un moment où t'en peux plus des coups dans la gueule, et tu te dis, bon, ben, je me couche, j'arrête, quoi. Donc, en quelque sorte, c'est la surface de la ligne rouge qui compte. Voilà. Donc, si ça dure, pour l'instant, ça vient de commencer, mais si ça dure, on va avoir une crise systémique de ce que j'appelle la social-démocratie en Europe. Alors, attends. Mais c'est pas les social-démocraties du Nord. Le Danemark, la Suède, la Finlande, tout ça, la Norvège, ceux-là, ils sont bien gérés, il n'y a aucun problème. C'est une crise de la social-démocratie de l'Allemagne, de la France, probablement de l'Italie, de l'Espagne, etc., qui seront emportés par le flot, quoi. Donc, c'est ça qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'on est dans la situation des Latino-Américains ou des Asiatiques juste avant qu'une grande crise arrive. Alors, la question qu'on va peut-être te poser dans ces cas-là, quid du FMI? Est-ce que le FMI peut absorber... C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. Le FMI n'a absolument pas les capacités. Surtout si on est plusieurs pays, surtout si l'Espagne goes tête up et que nous aussi... L'Allemagne ne va pas bien du tout. Les systèmes de retraite... tu as fait un papier l'an dernier ou l'an d'avant sur le système de retraite. Le système de retraite allemand, dans lequel je disais qu'avec les Bund qui donnaient du 0%, ils s'en sortaient pas, ils étaient tous investis en obligations. Donc on a devant nous la possibilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ou 4 grandes crises que j'ai connues dans ma vie? C'est que tous ceux qui avaient fait confiance aux contrats émis par ces États se sont fait massacrer. Alors, encore une fois, vous pouvez acheter 2 choses dans les marchés financiers, et simplement 2. Vous pouvez acheter des parts de propriété, c'est-à-dire de l'or et des actions à liquide pour me renouveler. Ou vous pouvez acheter des contrats, c'est-à-dire des obligations émises par l'État français, vous prêtez de l'argent à votre belle-sœur avec un taux d'intérêt, etc. Et donc, c'est les gars qui ont souscrit des contrats qui voient leur niveau de vie s'écrouler parce que la valeur du support monétaire du contrat quasiment disparaît, c'est-à-dire que la monnaie ne vaut plus rien. Moi, ce dont j'ai un peu peur aussi, c'est qu'on sait, dans des pays comme la France et quelque part dans d'autres pays européens, que beaucoup de personnes ont pensé leur retraite en la plaçant en immobilier. Dans des coins comme, je vais dire, Limoges, je pense que l'immobilier s'effondrera pas tant que ça, mais j'ai peur qu'à Paris, malgré tout, alors qu'on compte sur un effondrement de l'immobilier qui a beaucoup monté... L'immobilier s'effondrera à Paris en monnaie internationale. C'est-à-dire qu'il se passera ce qui s'est passé en Amérique latine. Si tu voulais t'acheter de l'argent de l'immobilier à Rio, il n'avait pas baissé en monnaie locale,
Mais par contre, tu pouvais t'acheter 5 fois plus d'argent parce qu'il avait baissé le taux de change avait baissé de 90%. C'est-à-dire que si tu arrives avec des renminbi, du yuan... tu achèteras beaucoup d'immobilier en France pour pas très cher. Mais nous, on ne pourra toujours pas s'en acheter. Oui, mais par contre, les actions Air Liquide, elles monteront de 5 fois en monnaie locale, mais ça ne veut pas dire que tu t'en sortiras mieux. Mais au moins, ça sera toi et tu auras ton pouvoir d'achat qui sera maintenu. Donc, il me semble qu'aujourd'hui... Et je rajouterai l'Angleterre à tout ce que je viens de dire, parce que c'est un pays qui est incroyablement mal géré en ce moment. Oui, parce que on vous dit, oui, regardez, ça marche mal à cause du Brexit et ainsi de suite. Mais ces couilles-molles n'ont pas fait le Brexit. Ils n'ont pas plus fait le Brexit que M. Sarkozy nous a permis de ne pas Donc, ils ont fait semblant, ils ont fait 2-3 mesures où ils vous emmerdent qu'on ne peut pas importer du jambon. Mais au-delà de ça, sinon, ils n'ont absolument rien fait. Ils sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est quand même invraisemblable. Et c'est pour ça, du reste, que M. Farage pète tout ce qu'il veut et que probablement les conservateurs, s'ils continuent leur ânerie, vont finir par disparaître. Ils sont finis, maintenant ils vont finir par disparaître, ils vont être bouffés par Farage, je pense. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'ils méritent ? C'est-à-dire que... Il y a une espèce de coup d'État au moment de Liz Truss sur la Banque d'Angleterre et ils ont fait sauter la petite mère Liz Truss qui honnêtement le méritait pas tant que ça. Oui. Et derrière, il y a eu tout un tas de couilles de loups. Mais ils avaient déjà arrêté, par exemple. Boris Johnson n'a rien fait pendant... Il n'a rien fait. Clown. À part empêcher l'Ukraine de signer un traité de paix avec la Russie, il n'a rien fait. Donc c'était vraiment des... Donc voilà ce à quoi j'arrive, c'est que je me dis, bon, le moment d'avoir 0 contrat en Europe, vous pouvez avoir vos contrats en Europe du Nord, c'est-à-dire que si vous avez besoin de... probablement dans votre fonds de pension, ou j'en sais rien, d'obligations européennes pour des raisons réglementaires, vous pouvez peut-être acheter des obligations suédoises ou pas norvégiennes, ils ne sont pas dans l'Europe. Il y aura des réserves obligatoires différentes, mais suédoises, danoises, qui vous donnent du 3% comme la France à peu près, mais au moins ça, ils paieront, il n'y aura pas de problème de contrat là-haut. Mais dans ce qu'on pourrait appeler l'Europe rhénane et l'Europe méditerranéenne, il ne faut rien avoir. Par ailleurs, dans l'univers américain, encore une fois, on n'est pas Madame Irma, cette hausse énergétique arrive avec force, eux aussi vont boire la tasse. Pas des masses, parce que c'est New York qui boira la tasse. Voilà. Non, mais le Texas ira très bien. Voilà, parce qu'ils sont à 0, eux. Bien sûr, mais un marché comme le S&P 500 qu'on a vu, qui est très influencé par l'IA en ce moment et qui n'est pas ventilé du tout qu'à 3% sur les énergies. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir des actions là-bas. Faut pas avoir c'était là où je voulais en arriver. Sauf des actions Exxon. Voilà. Alors, mais si vous achetez ce qu'on a recommandé grosso modo, nous, c'est d'avoir 25% en Exxon, ou en total, 25% en or, 25% en actions d'Asie là-bas, et 25% en obligations japonaises qui sont un peu... Quand la récession arrive, en général, les obligations japonaises montent. Donc on a un portefeuille qui est littéralement bâti pour tenir le coup comme ça, quoi. Parce que, encore une fois, si nous arrivons dans cette récession inflationniste, et c'est drôle parce que j'écoutais un interview de Stiglitz, tu sais, et qui disait, là je suis désolée, mais on arrive en stagflation. Donc c'est-à-dire chez nous, effectivement, vous savez, en haut à gauche. Bon. Alors il y avait des commentateurs qui disaient ah oui, mais vous n'avez pas à l'écouter parce que c'est un économiste de gauche. Je veux dire, encore une fois, qu'il soit de gauche ou de droite, il n'y a pas véritablement d'effet de droite ou d'effet de gauche. Après, il y a des économistes pour de faux, Monsieur Piketty, et puis des gens qui... mais je ne considère pas Stiglitz comme un économiste pour de faux, j'ai peut-être tort, mais en attendant, peut-être parce que ses conclusions m'allaient aussi, mais en attendant, on est quand même en haut à gauche. On s'en rapproche. On s'en rapproche. Alors, ce qui se passera à ce moment-là, c'est que la seule façon d'empêcher cette hausse des prix du pétrole d'avoir trop d'effet sur ton économie, c'est de réévaluer ta monnaie très fort, parce qu'on aurait un excédent d'épargne. Et c'est ce que les monnaies asiatiques peuvent faire sans aucune difficulté. Mais nous, on ne peut pas dans l'euro. Mais non, on ne peut pas. Puis l'euro, pourquoi veux-tu qu'on réévalue alors qu'on perd de l'argent et qu'on n'a aucun intérêt? Donc, l'une des possibilités, c'est aussi qu'il y ait une espèce de... C'est-à-dire que le renminbi ou le yen... Quand l'Amérique latine a fait faillite, les monnaies asiatiques se sont écroulées, donc toutes les autres monnaies sont beaucoup montées.
quand on a eu la crise latino-américaine, les monnaies latino-américaines sont la même chose. Donc, à chaque fois qu'il y a un ajustement comme ça structurel qui doit être fait, ça se passe par une espèce d'écroulement du taux de change local. C'est ce qu'on va avoir en Europe, quoi. Donc, vous pouvez avoir vos contrats là-bas. Alors, le dollar, il est un peu à part parce qu'il est indépendant énergétiquement. Mais pas tant que ça. Ils risquent d'avoir une crise aussi sur leur contrat. Moi, je ne comprends pas comment les États-Unis pourraient survivre à une hausse des taux d'intérêt avec la dette qui est le double déficit qui est le leur. Mais ils n'ont pas. Ça ne sera peut-être pas déclenché par une hausse de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ont l'effet de démarrage. Les États-Unis sont neutres à l'énergie. Ils sont oui, mais ça fera sauter la Californie. Si les taux d'intérêt montent dans le monde, ils vont être obligés de s'aligner. Ils ne peuvent pas garder des taux d'intérêt bas. Sauf si leur monnaie se viande. Alors, ils peuvent laisser. Alors, s'ils peuvent laisser filer la monnaie, mais ça n'envoie pas vraiment un message de prestige. Ah ben non, mais ça, ils s'en foutent maintenant. C'est pas ça. Non, mais c'est maintenant, encore une fois, je vois pas comment on s'en sort s'il n'y a pas une révélation massive des pays qui ont des excédents d'épargne contre ceux qui ont des déficits d'épargne. Je vois pas. Donc, vous achetez Air Liquide et Schneider qui sont là-bas, et puis vous achetez, si vous voulez, vous achetez des obligations, je sais pas, coréennes ou. Mais encore, ce que je veux dire, c'est que tout ça, on le décrit depuis longtemps. Je me demande si cette hausse des prix de l'énergie, ça va pas être le déclencheur. Le cliquet. Le cliquet qui fait partir le système dans un machin qui peut pas être arrêté, quoi. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est pas comme si on vous l'avait pas dit, mais je voulais vous expliquer une fois de plus comment ça marche dans la réalité, comment on passe d'une hausse des prix de l'énergie à une baisse de la rentabilité des entreprises, à une hausse des déficits budgétaires. Et tu vois que c'est une espèce c'est une tragédie grecque, tu sais, tu vois que tout le monde va au désastre, et tu as envie de leur dire, oh, mais arrêtez, pourquoi vous faites ça? Et oui, continue. Phèdre. Oui. Donc voilà, c'est pas que je sois pessimiste, encore une fois. Je dis, on arrive à la fin d'un mensonge. Le mensonge qu'on peut garder son pouvoir d'achat en empruntant. C'est pas vrai. Mais ça rejoint, cela dit, l'idée que tu as développée quelques fois par ailleurs, qui est qu'il est probable que nous ne votions pas à la prochaine présidentielle, parce que si les choses vont vraiment, que cette crise continue, il est possible qu'on se retrouve avec un soulèvement populaire de très grande ampleur. Mais à ce moment-là, ça peut nous amener à Milley. Ou un article 16 et Macron à la Zelensky. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ou on a Milley, ou on a Zelensky. Je préfère Milley. Mais M. Mélenchon me ferait un très bon Zelensky. Tu me désespères, on n'est que mardi. Ma semaine va être longue. Voilà. Bon, écoutez, on a fait un tour de cette hausse probable du prix de l'énergie et du WTI. Pour l'instant, c'est pas encore dans les... tu as la petite ligne rouge et... A commencé, elle est toute maigre. Elle est maigrichonne. Elle est maigrichonne. Si elle reste maigrichonne, si les prix du pétrole redescendent à 60-70, on a encore quelques jours, monsieur le bourreau. Mais si ça reste là, on est cuit dans 6 mois. On est cuitas las patatas. Bon, espérons que ça soit pas cuitas. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, encore une fois sur les idées du portefeuille, n'oubliez pas l'Université de l'épargne, www.université de l'épargne, qui marche très bien. On est ravis et on vous dit à très bientôt. Merci.